Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? Une émission où on analyse, on décortique et on réfléchit sur l'actualité de la semaine. Et cette semaine, pour y réfléchir avec moi, l'extraordinaire homme, journaliste, être humain, je l'adore, Jules Simard. Bonjour, Monsieur Simard. Salut, comment ça va? Pourquoi tu veux que je parle? Non, mais je sais pas, mais je l'apprécie, cette relation-là. Je suis privilégié de pouvoir avoir accès à quelqu'un comme toi qui a beaucoup de vécu, beaucoup de sagesse, puis non, mais de l'expérience, hein, puis c'est le fun de t'avoir parce que ta réflexion est importante. Puis souvent, il y a un clash de génération entre les réflexions. Puis moi, je trouve ça correct. Ouais. Je trouve ça correct qu'on soit pas toujours d'accord parce que c'est ça qui fait avancer le débat, tu sais. Oui, ben c'est ce qui permet aussi de faire en sorte que toi, nous-mêmes, lorsque tu te fais pas critiquer, mais lorsque tu fais l'objet d'un débat, ça te permet de dire, bon, mais ce que je viens d'avancer, c'est-tu vraiment correct? Ouais. Et, tu sais, ça t'amène aussi à le réfléchir. Ça me fait penser un peu les fameux débats sur notre question du racisme systémique. Tu sais, je sais que tu m'as envoyé des documents que j'ai reconsultés et que j'ai vus. Et oui, tu sais, c'est intéressant de voir, toi, on pense qu'on a une telle position qui fait en sorte... Bon, il y a une chose aussi qu'on apprend, je pense, avec les débats, c'est que rien n'est immuable. Exactement. Et même moi, ce que je pensais il y a 5 ans, ça n'a rien à voir avec ce que je pense aujourd'hui. Exact. Puis je trouve que le débat est simple. Puis je trouve ça difficile en ce moment de débattre parce que c'est très polarisé. Et souvent, les gens n'ont pas d'arguments. Ils sont juste fermés. Moi, j'aime ça prendre le temps d'écouter. Puis je trouve que nos positions évoluent avec le temps parce qu'on les nourrit, justement. Ça me fait penser, est-ce que, tu sais, dans le cadre de ce confinement-là, je sais que toi, comme enseignant, donc, tu as eu t'as une réalité aussi qui est changée et de beaucoup. Oui. Ça se vit comment? Enseigner à distance via un écran d'ordinateur. Est-ce que il manque-tu des choses? C'est quoi qui... Absolument, absolument. Je peux pas parler pour les autres, je vais parler pour moi. Ouais. Moi, je suis un enseignant qui base beaucoup ses cours sur le débat, la réflexion collective. On va échanger. Je pars du principe qu'en politique, il n'y a pas de vérité, qu'il y a des points de vue qu'on peut défendre selon nos arguments, nos valeurs, nos agents de socialisation. Puis, c'est comme ça que je fonctionne. Mais là, en ligne, ça fonctionne pas pareil. Des fois, j'ai des débats en classe d'une demi-heure, 45 minutes. Là, des fois, en ligne, si j'en ai un de 5 minutes, je suis content. Puis des fois, tu as l'impression que tu n'arrêtes pas de parler, tu n'as pas de questions. Les jeunes, est-ce qu'ils écoutent pas? Tu n'as pas accès à leur non-verbal. C'est beaucoup plus facile d'en laisser passer dans le filet puis des échapper, en fait, parce que tu n'es pas capable de faire un suivi aussi précis que quand tu es en classe, que tu valides les laboratoires, les choses comme ça. Fait que les jeunes qui posent des questions, qui sont intéressés par leurs études, ça reste facile, même si c'est difficile pour eux, mais c'est pour les autres, des fois, ça change beaucoup. C'est épuisant aussi parce que corriger sur des écrans, enseigner sur des écrans, communiquer sur des écrans, on a mal dans le dos, on a mal aux yeux, on a mal aux mains, là. Écoute, c'est ça. Est-ce que ça fait en sorte que ça démontre qu'en fin de compte, lorsque l'on vit en société, l'importance, ce n'est pas juste la question de l'image, mais le simple fait de pouvoir être en contact avec des gens, de voir la réaction dans ce que tu amènes, mais non pas une réaction que tu vois sur un écran d'ordinateur, mais que tu vois en personne. Comme là, tous les deux, on se voit. On est privilégiés. C'est ça. Si tu acceptes ou si tu comprends ce que je dis, je te vois faire par un signe faciès, comme on dit, ou encore. Et ça, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Tu sais ce qu'on appelle la synergologie, donc lire le non-verbal. On a réalisé avec les études que près de 60% de l'information qu'on transmet dans une discussion, on le transmet par le non-verbal. Donc, enlève tout ça, la communication, elle est clairement difficile. Même si on s'entend, si on se parle, c'est pas pareil. T'sais. C'est vraiment pas pareil. Écoute, on va passer au travers, tout le monde ensemble, mais il y a des problématiques qu'il va falloir y réfléchir, surtout au niveau de la santé mentale. On va en parler tantôt, mais c'est sûr que c'est dur l'isolement parce que moi, mettons, dans ma bulle, j'ai mon épouse et 3 enfants, c'est le fun. Donc, il y a une vie familiale. On reste quand même une micro-société. Mais je pense aux gens seuls ou aux étudiants qui sont tout seuls dans leur appart, qui sont là avec leur ordinateur. Ça doit être très, très, très difficile sur le moral. Ça me fait penser, en fin de semaine, j'ai participé à un conseil national au niveau du Parti québécois via Zoom, OK? Ouais. Où est-ce que on a... Les débats, là,
Ça n'existe pas avec ça. Ce que tu as, c'est, oui, quelqu'un qui va exprimer l'idée, la proposition. On est une centaine qui sont sur... On était 200 quelques participants à cette rencontre-là sur Zoom. Tu sais même pas, là, c'est qui, là. Puis en plus, là, l'animateur nous a enlevé. On voyait rien que les noms, on voyait même plus les visages. Tu sais, ce que tu as, oui, c'est les idées. C'est aussi intéressant d'entendre les idées, mais les idées, ça doit être amené porté par quelqu'un, ben, par un individu, ou qu'il soit homme ou femme, mais il faut que ça soit porté par ça, et il faut que tu vois... c'est sûr que tu vas voir l'élément de la conviction de quelqu'un, mais lorsque toi-même, tu n'as pas la réaction des personnes à qui tu parles, ça change même de ça, ta façon de t'exprimer, ta façon de le faire. Est-ce que ça va nous amener, et moi c'est la question que je me pose, est-ce que tu penses que ça va nous amener à changer des habitudes de comportement humain, cette pandémie-là ou le fait qu'on se voit? Est-ce que ça va nous l'amener? Tu penses-tu qu'on va revenir à ce que c'était avant la pandémie? Ben, je pense qu'au niveau social, oui. Je pense que quand là, on va tout être vacciné ou on va nous dire le COVID, c'est fini, il va y avoir des méchants parties dans la cabane, parce que le monde va avoir hâte de se voir. Juste nous, pour Noël, on est obligé d'annoncer à notre belle famille qu'on ne monterait pas pour Noël à Montréal. C'est trop compliqué, c'est trop... Tu sais, moi, je suis travailler le 23, là. Je veux dire, je fais quoi, là? Je peux pas me confiner une semaine. Le 27 va être passé, je peux pas le faire. Donc, ça vient très, très, très complexe. Moi, je pense que l'être humain a besoin de l'être humain. Puis je pense que ça va changer certaines affaires. On va accepter plus le télétravail. Il y avait certains préjugés envers ça, puis on voit que ça fonctionne quand même. Il y a des choses qui vont changer, mais je pense que le rapport humain va rester primordial. Il va revenir. Oui. Ben, j'espère. En tout cas, je touche du bois. Puis du verre. Hey, je veux parlant du COVID, je veux qu'on parle premièrement du décès de Marc-André Bédard. Peu importe votre allégeance politique, là, on l'a vu depuis son décès, tout le monde reconnaît que c'est un grand homme politique qui a modernisé le Québec, entre autres au niveau de la justice. Un qui a été premier à reconnaître les droits, entre autres, sur la diversité pas culturelle, mais sexuelle, de genre, en fait, au niveau du droit. Et ça, il y a longtemps, à une époque où on ne parlait pas du tout de ça. Là, il est décédé de la COVID, des suites d'attraper le COVID. Est-ce que tu l'as connu, Marc-André Bédard? J'ai eu l'occasion, oui, de le couvrir lors du référendum de 1980. J'étais journaliste pas au Nouvel Hebdo, mais j'étais journaliste au Pain à Dimanche. Et c'est moi qui avait hérité de la couverture de tous les débats au niveau du... Donc, à un moment donné, un samedi matin, le samedi, nous, c'était la journée deadline. Ouais. Donc, il fallait qu'on ait remis l'ensemble de tous nos textes au plus tard pour 5h30, 6h le soir. Il restait qu'une seule page à remplir, c'était celle des faits divers, qui devait se remplir par le journaliste qui était avec. Et je reçois vers 10h30, 11h, un téléphone de Marc-André Bédard qui m'appelle, comme en disant « Hey, écoute, Jacques Parizeau va être ici ce soir à 6h. Ce serait peut-être intéressant si tu pouvais venir le rencontrer ou à tout le moins que tu pouvais venir faire une entrevue avec lui ou encore écouter le discours qu'il va faire à la réunion. » Mais moi, j'étais pogné avec le fait que, à 6h, moi, je ne pouvais plus faire rentrer de texte. Ouais. À moins que mon chef de pupitre me dise « Bon, écoute, oui, tu fais du temps supplémentaire cette semaine et tu t'en vas avec... » Avec là, je lui explique que malheureusement, je ne pourrais pas être présent parce que je n'aurais pas de place à écrire, à faire... Je n'aurais pas de place à publier mon texte sur l'affaire. Alors, là, j'ai eu droit à, non pas une engueulade, mais j'ai eu droit à un cours intéressant sur les porte-paroles politiques dans un débat et leur importance. Oh, wow. Et, mais c'est pour dire que, en fin de compte, je l'avais référé à mon chef de nouvelles qui lui a expliqué lui aussi ce qu'en était la situation. Mais tu comprends que l'individu, je veux l'amener sur l'approche qu'il avait. C'était quelqu'un qu'il fallait effectivement qu'il explique
ce pourquoi ses arguments, puis c'est tout. On reconnaît là l'avocat qui fait une plaidoirie, mais on reconnaît aussi la façon dont il a fait de la politique. Et c'était quelqu'un qui savait s'effacer pour permettre à une autre personne de pouvoir amener la décision. J'ai une autre expérience où M. Garon était venu, entre autres, inaugurer à Saint-Cœur-de-Marie la fameuse charcuterie, là, où ils font des charcuteries, du jambon, puis ces choses-là. Et il était venu parler, donc, de l'importance de l'agriculture en région et ces choses-là. Et c'est lui qui l'avait présenté, mais tout de suite après, c'était lui, l'autre qui l'avait... C'était le gars qui amenait ses idées et ses façons de faire de façon tranquille. La fameuse avancement tranquille. Mais il avait toujours les arguments, les mots pour pouvoir te le faire. C'était pas un gars qui nous amenait des cotes, là, tu sais, et voilà, enfin, pour la radio, c'était parfait. Là. Lui, là, c'était... Je vous explique le pourquoi du comment et comment est-ce qu'il faut en arriver à telle décision. Et il nous l'argumentait. C'était aussi quelqu'un, et tout le monde le reconnaît, qui a passé sa vie à vouloir faire du Québec un pays. Ouais. Et indépendamment des actions qu'il a pu poser à l'intérieur du régime fédéral, c'était quelqu'un qui nous a fait la démonstration que lorsqu'on avait un pouvoir sur quelque chose, nous pouvions effectivement être en mesure de le faire réaliser et l'amener. On reconnaît aussi, parce que j'ai eu aussi l'occasion de le côtoyer ou enfin de discuter avec lui lorsque j'étais attaché politique, et c'était quelqu'un qui avait effectivement, quand tu lui demandais un conseil, c'était quelqu'un qui était toujours présent pour te le donner et qui te l'amenait encore là, bien comme il faut, dans le cadre faisait la pédagogie de ses arguments. Tout le temps. C'était quelqu'un... Et c'était aussi quelqu'un de très affable. C'était quelqu'un que tu rencontrais, puis il te devenait automatiquement sympathique. J'ai jamais eu et je l'ai jamais vu travailler avec je l'haïs, lui, puis non, il savait s'amener vers toi et il savait, t'écouter et il savait répondre à ce que tu lui demandes. Il faut dire aussi que c'était quelqu'un qui, au niveau de la région, était quand même connu partout dans la région. C'est un grand régionaliste. Exactement. Et, entre autres, ici, l'expert de Dolbeau, M. Henri-Paul Brassard, était de la même formation, pas de la même formation, mais de la même année où ils ont terminé leur cours au séminaire de Chicoutimi. Ils étaient demeurés des amis, et c'était un ami, même si politiquement parlant, ils étaient à l'opposé. Et, donc, le respect même de ses adversaires. Exactement. Et je me souviens, pour avoir déjà discuté du phénomène avec M. Brassard lui-même, M. Henri-Paul, du temps où je le couvrais comme journaliste dans le temps, et qui disait que, oui, Marc-André, il pouvait l'appeler, puis il lui répondait. C'était quelqu'un qui demeurait accessible et qui demeurait accessible, pas parce que tu étais juste son ami, parce que, oui, tu étais quelqu'un de la région qui avait quelque chose à lui exprimer et qui pouvait... Je sais qu'on n'en parle pas de ses mauvais coups quand on dit qu'on fait à quelqu'un. D'ailleurs, c'est pas mon rôle non plus là, de discuter de ça, mais de faire valoir qu'est-ce que cet homme-là a pu faire pour nous. Eh bien, moi, toi, tu l'as-tu connu? Moi, je ne l'ai pas connu. Moi, je l'ai connu historiquement, là, dans le sens que je m'intéresse à la politique depuis longtemps. Je ne l'ai jamais croisé. Plus son garçon, Stéphane, qui était aussi député. Moi, ce que j'entends, en tout cas, que j'aime, quand tu parlais de M. Garon aussi, c'est ça que je trouve qui manque aujourd'hui, l'art de débattre, d'amener des points de vue sans se quereller, de faire la pédagogie d'un argumentaire, d'expliquer pourquoi tu penses à quelque chose. Plutôt, en ce moment, on est beaucoup dans la polarisation. On s'insulte, puis on reste sur nos positions, on n'a pas d'ouverture. Je pense que ça prend beaucoup d'écoute et d'humilité pour faire ça. Puis j'ai l'impression que M. Bédard était un homme comme ça. Oui. Et
et tu lui amenais quelque chose et il était en mesure de t'expliquer pourquoi est-ce que c'est que lui, il ferait peut-être pas ça de même ou pourquoi il ferait ça de même. Il savait nous l'amener, il savait nous l'argumenter et essayer de nous convaincre aussi parce qu'il a travaillé, qu'on le veuille ou non, beaucoup à faire en sorte que le Québec devienne un pays. Et que la région aussi tire son épingle du jeu dans toutes les décisions que... Exactement, la présence et des individus, on parlait du phénomène humain tout à l'heure, la présence d'individus qui peuvent amener et changer des choses, mais aussi que les idées pouvaient être en mesure de changer. De mémoire, il me semble aussi que c'est le père de la loi sur les jeunes, voyons, je sais. Là, je ne peux pas t'aider. OK. Ce que je veux dire, c'est la loi sur la jeunesse, la décriminaliser. OK, oui. Je sais que ça a rapport à ce qu'il a fait au niveau du droit de la famille, mais c'est quand même lui aussi qui a amené ce phénomène-là de l'importance. Ça nous manque, ce genre de politicien, grand homme qui est reconnu. En tout cas, je trouve que ça a été une levée là, de tout le monde qui a reconnu son grand... Et je vais dire un peu ce que M. Legault disait hier. C'est quand même dommage de perdre un individu comme ça en raison d'une maladie. Et ça a été très rapide dans son cas d'après. Moi, ce que je vais rajouter à ça, c'est que là, c'est dommage. Puis là, on le pèse parce qu'on l'a connu, cet homme-là, c'est un homme public. Mais tous les gens qui meurent ont une sagesse, ont une expérience, avaient encore des choses à faire, à dire. Donc, moi, je trouve que, tu sais, je suis bien triste pour lui. Donc, mes condoléances, en fait, à la famille, mais aussi à tous les gens qui subissent des décès. D'ailleurs, ça va m'amener à un autre point. Je lisais un article dans le Nouvel Hebdo que je trouvais très intéressant sur comment les maisons funéraires ont dû changer, évoluer, transformer leurs pratiques. Parce que là, on est dans un temps où c'est difficile, il y a beaucoup de décès, puis on ne peut pas célébrer la vie des gens qui nous ont quittés avec des funérailles conventionnelles. Je connais quelqu'un qui a eu à justement à enterrer un proche à cause de la COVID, puis il disait là, faut que je sélectionne 20 personnes. Qui viennent. Je veux dire, c'est inhumain, j'ai pas la tête ni les émotions pour faire ça, puis en plus, il faut que je choisisse les gens qui vont assister au décès de la personne qui était proche d'elle. C'est très difficile, hein? Tu sais, comme milieu, là, on se pose rarement la question, mais eux, déjà, les maisons funéraires ont pas à jouer, mais à travailler avec l'émotion des gens. Ils sont en affaires, oui, mais la sensibilité des gens, puis ils sont très bons, en tout cas. Moi, quand ma mère est décédée, j'ai trouvé les maisons funéraires extraordinaires. Mais en temps de COVID, ça change beaucoup de choses. Exact. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on a commencé justement la discussion un peu c'est quoi que ça nous amène à repenser, c'est quoi toute cette relation humaine, toute entreprise ou tout phénomène social qui a, comme faire des funérailles ou ces choses-là, eux autres sont tous obligés de changer. Non, puis on peut pas attendre que ça soit fini, là. Faut le faire là. Quelqu'un qui est décédé pas de la COVID, mais effectivement au début de l'année, en mars, impossible. Dans le temps, là, c'était confinement total. Tu pouvais même pas aller voir la personne. Je veux dire, elle se faisait embaumer. Quelques proches allaient voir qu'est-ce qu'il y en était, mais tu n'avais pas de rencontre, effectivement, d'éléments. Ils ont pu faire une cérémonie après, mais la cérémonie là, est encore en pleine COVID. Là. Donc, c'est pas vraiment pas... c'est là. Ça fait partie que c'est des changements qui nous amènent à repenser ça. Oui. En tout cas, on a une petite pensée pour eux. On va s'en aller vers des nouvelles un peu plus joyeuses, là. Toi, les Jardins de Normandin, tu connais ça? Un peu. On nous annonce qu'il y aura des activités hivernales, qu'on lance la saison des activités hivernales, même s'il y a le COVID, parce que c'est en extérieur.
Donc, c'est le fun pour Normandin aussi de revitaliser aussi ce secteur-là des Grands Jardins qui a été un peu en perdition pendant quelques années, mais qu'on semble reprendre en main avec l'administration. Ouais, en fait, on reprend avec entre autres les activités hivernales. C'est la 2e année où cela se fait. Et cela permet de faire en sorte que les installations au Grand Jardin peuvent servir une nouvelle fois à faire amener la population. Depuis qu'il y a eu la fermeture des Grands Jardins, quand même, il y a eu des activités qui se sont nées, entre autres la coopérative des jeunes qui aurait utilisé le local pour faire en sorte que... Il y a toujours eu des jardins communautaires aussi. Ça a toujours été des activités qui, quand même, se sont maintenues sur le site, mais des activités qui s'adressaient à la population plus locale de Normandin. Et je sais que pour en avoir discuté avec, il faut remarquer que ce sont tous des bénévoles qui font, qui opèrent cette chose. Entre autres, la glissade, la patinoire et ce genre de choses. Ce sont tous des bénévoles qui s'en occupent. Et ça démontre qu'il y a quand même, au niveau des activités qui peuvent se maintenir, même en temps de COVID, on essaye de pouvoir être en mesure de faire de ces activités-là. C'est pas un gymnase intérieur. Et on a besoin de grand air, j'ai l'impression, cette année. C'est le phénomène. Et moi, j'invite même tous les gens de la MRC au complet, même de la région, d'aller au Grand Jardin. C'est un super endroit, en fait, pour aller marcher. Oui, pour faire de ce genre d'activité-là. Et non seulement ça, c'est qu'il faut faire attention. Il faut quand même respecter notre 2 mètres. Oui. Même si tu es dehors, lorsque tu es dehors, tu te dois aussi de... Fait que oui, on peut inviter toute la population assirable, mais pas en même temps. Pas en même temps. Coop du Lac-à-Jim, qui, eux, avaient bien... tu sais, c'était rendu un relais de motoneige. C'est bien ça, là, il y a un peu un doute sur la saison qui s'en vient, parce qu'on ne le sait pas de quoi ça va avoir l'air là, avec la COVID et tout. Mais ils vont rester un point de sécurité pour les motoneiges. Donc, il y aura service, chalet locatif, poste d'essence, etc. C'est quand même positif. Penses-tu que la saison hivernale de motoneige va fonctionner? Elle va fonctionner, fort probablement. Maintenant, tu sais, les relais, ils vont être là. Tu vas pouvoir aller te faire chauffer, mais tu ne pourras pas... Faut que tu gardes ton casque de motoneige. Il va falloir que tu gardes et ton casque de motoneige. J'ai hâte de voir. Je pense que ça va fonctionner quand même, mais tu n'auras pas le même... tu sais ce que tu peux... Quand tu fais du skidoo, tu es tout seul sur ta machine. Hein? Ou avec quelqu'un en arrière. Soit qui est dans ta bulle. T'es tout seul sur ta machine. Et c'est drôle, hein? Mais toute la notion des relais, là, ça a été fait pour quoi? Ça a été fait pour faire en sorte que les motoneigistes puissent aussi avoir une activité sociale. Oui, se rencontrent, peuvent se reposer. On en parle, hein? Ouais, t'as toutes sortes de sujets qui peuvent venir. Alors, ça va être limité. Est-ce que ça veut donc dire qu'il n'y en aura pas du tout? Je pense qu'il va en avoir quand même. Mais c'est pas comme un gymnase, là. C'est-à-dire que quand tu rentres, tu vas rentrer pour te reposer ou parler, mais pas nécessairement pour faire une activité à l'intérieur. Non, ça va être plus les toilettes, le petit snack. Service essentiel. Même de ça. Le snack, c'est que tu amènes ton stock. Oui, c'est ça. Tu ne pourras pas, théoriquement, tu peux pas... parce que là, les restaurateurs vont s'élever. Ah non, c'est normal. Oui, clairement. Mais c'est quand même... je pense qu'il peut y avoir une activité, effectivement, qui va se faire parce que tu le pratiques. Tu es tout seul, que tu le veux ou non, sur ta machine. Tu es capable. Puis il faut que... Puis on a vu que les ventes de motoneige ont explosé. Là, le monde ne va plus dans le sud, ne va plus ailleurs. Fait que, il s'agit des motoneiges, puis ils vont en profiter. J'espère que la prudence sera de mise, respecter les règles de sécurité, surtout si vous n'avez pas beaucoup d'expérience. On voit qu'il y a eu des accidents toutes les années. Oui, non seulement ça, mais tu as aussi
sur les trajets à emprunter. Il faut quand même faire attention. Suivez les routes. Prenez vos cartes, suivez les sentiers. Passé avec ce qui s'est passé sur le lac Saint-Jean. Oui. Dernier petit sujet régional, qui est beaucoup plus que régional, mais qui a été mis de l'avant par deux avocats juristes de la région. C'est avec tous les problèmes de santé mentale qu'on voit surgir. Eux disaient qu'ils avaient l'impression qu'en ce moment, on judiciarisait beaucoup ces cas-là, comme si la société était plus capable de gérer ou de traiter les cas de santé mentale. Donc, on s'attendait à ce que ce soit la loi ou les tribunaux qui décident, en fait. Est-ce que... je ne sais pas si tu comprends vers où on s'en va. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, en ce moment, on investit beaucoup dans la santé mentale, mais on sait qu'il y a des belles promesses là, d'avoir des travailleurs sociaux dans les autopatrouilles des polices, parce que ce qu'on a vu, entre autres, j'ai écouté les statistiques ce matin, il y a une diminution, une grande diminution des crimes au Québec, mais il y a une grande augmentation des interventions policières en lien avec la santé mentale. Maintenant, il y a beaucoup de pratiques aussi qui se changent à ce niveau-là. Je sais que, pour connaître des gens qui travaillent dans le domaine des relations, justement, avec les interventions sociales, là, les intervenants sociaux, et cette personne-là, qui n'est pas une policière, mais est souvent appelée par des policiers qui ont à intervenir sur un cas et où on voit que que ce soit une problématique au niveau d'un ménage, au niveau d'un conjoint ou d'une conjointe qui est violent ou ces choses-là. Elle est appelée, cette personne-là, à intervenir parce qu'elle a une approche qui lui permet de pouvoir peut-être atténuer la problématique, mais aussi. Et je sais qu'il y a eu, ici même, à l'hôpital de Dolbeau, dans le temps, il y avait une intervention. Lorsque les policiers arrivaient avec quelqu'un qui avait une problématique au niveau de la santé mentale, il y avait c'était automatique. Tu ne l'envoies pas en prison. Tu l'envoyais à l'hôpital. Où est-ce qu'il y avait, au niveau du service de l'urgence, des interventions qui se faisaient en fonction de l'intervention qu'il y avait à faire. Donc, il y a déjà des pratiques, je pense, qui sont à faire là-dessus. Où est-ce qu'on en est à se dire... Je regarde l'affaire qui s'est passée à Québec. OK? Bon. C'est quoi ce qui s'est passé à Québec? On parlait à un moment donné qu'il y a des interventions de racisme systémique. Là, je ne te dis pas que c'est du racisme, c'est passé à Québec, mais je vais amener sur l'aspect suivant. Est-ce que l'individu parce que tout va faire l'objet de savoir est-ce que c'est quelqu'un qui a été responsable de ses gestes ou pas par justement une analyse de psychologue et c'est ça. Fort probablement qu'ils vont en arriver à des conclusions là, qui vont être scientifiquement étoffées pour pouvoir être en mesure de dire est-ce que l'individu est criminel. Mais tout vient de où? Tout vient, fort probablement, c'est quelqu'un qui était aussi très actif sur les médias sociaux, qui s'est fait interpeller aussi. Tu sais, je veux dire, le fait qu'il avait un sabre et qu'il avait... C'est quelqu'un qui lui a dit qu'on pouvait se procurer un sabre, puis quand on a un sabre, on peut faire telle et telle affaire. Puis, tu sais, il y a, au niveau des interventions qui sont maintenant... puis là-dessus, là, je veux pas que mon discours soit interprété comme étant « Ah, il est contre tout ce qui vient d'Internet, c'est quoi là, loin de là, tu comprends mon idée? » Sauf que oui, toute cette porte ouverte qui repose sur le fait que sur Internet, où est-ce que tout se dit, et tout se dit parce qu'il faut que tout se dise. Je vais même ajouter quelque chose, c'est que les algorithmes sur les réseaux sociaux font qu'on te nourrit avec ce que tu veux entendre. Ce qui fait que quand tu es pris dans une problématique puis que tu le réalises même pas toi-même et que là, on te nourrit que d'informations en lien avec ce que tu veux entendre, donc qui exacerbe en fait ta problématique, oui, je pense que tu mets le doigt sur quelque chose. Mais moi, je pense que c'est là qu'il faudrait peut-être aller voir et le jour où on va être en mesure de
non pas contrôler, mais faire en sorte que les messages qui se véhiculent, et là, je parle pas de liberté de presse, puis je parle pas de liberté d'expression, je parle qu'il y a dans la liberté d'expression, là, il peut y avoir effectivement des mots qui se disent et qui ne sont pas corrects humainement. Oui, puis OK? puis comment les gens reçoivent aussi un discours. Exact. Des fois, quand tu dis quelque chose, ton intention est A, mais la personne, elle le reçoit, puis elle a l'impression que ton intention était B. Mais ça, on ne peut pas le jauger quand on s'exprime. Exactement. Et je pense qu'il y a là, non pas juste un débat de société à faire, mais qu'il y a des interventions qui doivent se faire sur une gestion, entre guillemets, responsable socialement de tout ce qui peut se dire sur ces médias-là. En tout cas, mais non, mais on n'en est pas proche. On va en reparler encore et encore. Fort probable. Hey, là-dessus, on s'arrête quelques instants, le temps d'une pause, et on vous revient immédiatement après avec la suite de l'émission. À tout de suite. Parce qu'il y a des routes et des ponts à construire. Parce qu'il y a des maisons, des immeubles, des arénas, des écoles, des usines et des hôpitaux à bâtir. Parce que le Québec n'arrête jamais de se moderniser. On cherche du monde pour travailler dans le domaine de la construction. Il y a plein de métiers prometteurs et bien payés. Si ça te tente, c'est le temps. Parce qu'il y a plein de gens à soigner, à aider. Parce qu'il y a plein de vies à sauver, de bébés à mettre au monde, d'aînés à accompagner, de personnes à remettre sur pied. Parce qu'au Québec, plus que jamais, on a besoin de gens dévoués. On cherche du monde pour travailler dans le domaine de la santé. Il y a plein de défis à relever. Si ça te tente, c'est le temps. Parce que l'univers numérique traverse nos vies tout en se transformant à une vitesse folle. Parce qu'il propulse nos entreprises aux quatre coins du monde. Parce que des millions de personnes se passionnent pour des jeux vidéo conçus ici. Parce que le Québec veut rester en tête de file. On cherche du monde pour travailler dans le domaine des TI. Il y a plein de métiers captivants et bien payés. Si ça te tente, c'est le temps. Nouvelle du Haut-du-Lac est la présentation hebdomadaire de ce qui a marqué l'actualité de la MRC Maria-Chapdelaine. Présenté cet automne à MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est de retour avec la suite de notre émission. On va s'en aller au niveau national. Et là, on va toucher une corde sensible, je pense. Je veux parler de la réforme de la loi 101. Ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a une problématique au niveau du français au Québec. Bien, c'est une problématique qui existe depuis toujours. Là. Je veux dire, ça, c'est une réalité. Particulièrement dans la région de pas dans la région, à Montréal. Et là, on a le ministre Jolin Barrette qui fait longtemps qu'il dit on va réformer. Et là, il dit ben là, on va la réformer. Mais là, il dit encore la même affaire. Là. On ne sait pas trop ce qu'il va faire. Mais on s'attend, on sent que ça s'en vient. Comment, toi, on pourrait réformer cette loi-là de manière correcte, donc pour protéger quand même le fait français en Amérique du Nord, mais sans tomber non plus dans je ne veux pas dire le racisme, parce que pour moi c'est pas là, mais l'exclusion ou le mépris de certaines communautés qui ont un droit, là, avec la loi sur le multiculturalisme, de parler leur langue, de pratiquer leur religion. Comment on peut faire la place entre... je ne sais pas si tu vois où je veux que tu t'en ailles, en fait. Ouais, je pense où c'est... je vois mal comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la langue française soit la langue au Québec dans un contexte où tu as un autre gouvernement qui te dit écoute, c'est le multiculturalisme qui a droit d'expression. Ouais. Et tant et aussi longtemps qu'on sera aux prises avec deux lois de cette nature-là, je pense que la meilleure des solutions, ça va être de dire qu'il y a une des deux lois qu'il faut qu'ils partent. Et tant que ça va être dans le décor, tu ne pourras pas
amener. Est-ce que, tu sais, je le sais pour l'avoir vécu, écoute, personnellement, à un moment donné, je me ramasse à Montréal, il faut que j'aille dans un restaurant pour aller chercher de la pizza, et à mon grand étonnement, je n'ai jamais été capable de commander ma pizza en disant, écoute, il doit avoir une old dress toute garnie. Non, la personne ne me comprenait pas. La personne qui était au comptoir pour prendre la commande ne comprenait pas ce que je lui disais. Elle a juste compris Hall Dress. Puis encore. Mais ça, c'est ton accent du lac. Oui, mais non, mais elle ne comprenait pas. Il a fallu que le cuisinier en arrière vienne pour me dire qu'il lui aussi était anglophone, juste anglophone, et qui a pu comprendre que, bon, j'étais dans une pizzeria, donc je ne voulais pas avoir nécessairement un gros steak. Ça, et il a compris que j'en étais là-dessus. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens, là. Je suis à Montréal, au Québec, où est-ce que la langue de travail, avec la loi 101, nous disait que c'était le français, où est-ce que je dois avoir non seulement un affichage français, mais que je dois être capable de donner un service en français parce que la loi me le demande. Là, pas capable. J'ai dit non, j'ai dit ça se peut pas. Ouais, ben, il y a des grosses lacunes, parce que, ben, entre autres, dans la loi, tu sais, si on revient dans l'histoire, là, la commission Laurando-Dunton qui avait recommandé que le Canada soit bilingue et biculturel, Trudeau père ne voulait pas reconnaître qu'il y avait deux cultures au Canada, donc il a fait le bilinguisme et le multiculturalisme. Ça amène une confusion aussi, mais ça reste que c'est enchâssé dans une loi, il faut respecter ça. Mais quand on va au Canada anglais, on devrait être aussi capable de se faire servir en français dans les édifices publics, puis on n'est pas plus capable. Non. Donc, clairement, il y a un problème avec le fait français au Canada et au Québec. Là. Et on n'applique pas, en fait, ces lois-là. C'est ça qui se dit. Et quand on les applique, OK, je me souviens entre autres d'un débat sur justement l'affichage français, où est-ce que, bon, à Montréal, on dit, bon, ben, c'est que tu veux, je te dis, le nom de ma compagnie, c'est Steakhouse. Pourquoi je changerais ça par maison du beefsteak? C'est Steakhouse, le nom de ma compagnie. Donc, j'ai le droit d'avoir une compagnie. J'ai le droit de porter Blackburn comme nom, hein? Toute la loi, à ce moment-là, on a voulu essayer justement de franciser l'affichage parce que c'était ce qui était contenu dans la loi 101. On est obligé de refaire la loi 84 que je pense pour être incapable d'exprimer que, bon, tu pouvais effectivement dans ton affichage, ton nom, si ton nom est de consonance anglophone, tu le mettais. Ce genre de choses-là, c'était la façon d'avoir des trous dans cette loi-là pour pouvoir... Je me mets aussi dans la peau de l'anglophone au Québec. Ben oui. OK, si on se met dans sa peau, lui ici, il dit, c'est correct. Il dit, ce que je veux, c'est être capable de m'exprimer dans ma langue, entre guillemets, maternelle. Et je suis à l'intérieur du Canada et j'ai le droit de le faire. Tout ce problème-là a été, depuis l'adoption de la loi 101, OK, qui faisait du français la langue officielle au Québec, mais elle était la langue officielle au Québec, mais dans la mesure où l'anglophone, qui était ici de naissance de souche, pouvait continuer d'avoir le droit à des services en anglais, des services, parce qu'on est en intérieur. Tout le problème, qu'on le veuille ou non, le problème de la loi 101 ou du français repose sur le fait que nous ne sommes pas un pays qui n'est pas en mesure d'appliquer la loi. Tu ne seras jamais capable parce que de l'autre côté, tu as un autre gouvernement qui te dit non, écoute, tu n'as pas le droit de dire que la personne... Le fédéral a fait charcuter la loi 101 à maintes reprises en allant en cours. Exactement. Puis au niveau de la Cour suprême, on sait ce qu'ils pensent. Ben, c'est normal, là. C'est la Cour suprême du Canada. C'est ça. Autres, ils sont dans leur créneau. Là. C'est ça. C'est drôle, hein? Il faut que l'on fasse quelque chose parce qu'effectivement, garde les cégeps. Hein? Dans les cégeps, t'as pas d'obligation, là. De faire on décide on fait en sorte que tout le monde s'en va à Dawson actuellement. Ben, c'est une façon de parler, là, ce que j'amène là. Mais, puis Dawson est un collège
anglophones. Au Québec? Non, mais c'est correct qu'il y ait des collèges anglophones au Québec. Je veux dire, c'est pas anormal. Là. Je veux dire, moi, j'ai déjà vu en Autriche une école française. Là, je veux dire, ça arrive. Là. C'est pas anormal. Mais là, est-ce que ça devient ta règle de conduite numéro 1 pour pouvoir être en mesure d'avoir de la formation? Non, je suis d'accord. C'est là que ça tu sais, parce que, écoute, je connais des militants du Parti québécois qui sont jeunes et qui se font actuellement enseigner en anglais à Montréal. Alors, c'est correct. Je dis, ils vont avoir une très bonne formation, sauf que c'est en anglais. Oui, puis la qualité du français, moi, pour être prof, je peux te dire que ça fait dur. Mais là, il y a plein de facteurs là-dedans là, aussi. Là, que mais tout repose, je pense, dans cette dichotomie-là. Là, moi, je pense que tout repose sur ce phénomène-là. On n'a pas le moyen. Tu sais, le cosmétique qui va amener à la loi 101, ça me fait penser un peu au cosmétique qu'on a amené dernièrement avec la loi sur les forêts. Du cosmétique, là, OK? C'est ce que tu peux faire à l'intérieur du régime dans lequel on est actuellement. Ouais. On n'a pas le pouvoir de déterminer exactement ce qu'il y en est comme solution qu'il faut amener. Tu sais, le droit de la famille, là, ça, c'était québécois. Et quand Marc-André Bédard s'y est attaqué, OK, qui a reconnu tel et tel élément, puis qui a fait une charte des droits qui était reliée à cela, ça, là, dans la Constitution dite canadienne, c'est nous autres qui le font. Là, actuellement, là, le fédéral veut essayer d'intervenir en disant, écoute, là, les provinces, c'est vous autres qui avez la gestion des CHSLD et de la santé auprès des aînés. Mais là, vous le faites mal, là. Ouais. Tu sais, il faudrait peut-être qu'on se fasse toute une belle petite réunion ensemble de famille, là, et puis qu'on décide que, mais Crête, c'est même pas de ses affaires. C'est pas de ses affaires. Si tu veux que je te dise, il a envoyé de l'argent, on va en avoir. Je reprends le discours de M. Legault. Oui, c'est correct. Restons au Québec. Négociations dans le secteur public. On a vu des manifestations, entre autres, ce matin dans la région, autant au niveau des enseignants que des infirmières. Je pense que les infirmières, là, c'est le temps aussi que ça se règle. Là. Ils ont besoin d'avoir une gestion de leurs horaires. Moi, ça me fait capoter le système dans lequel ils peuvent travailler. Au niveau des enseignants, je suis enseignant, là, je parle en tant qu'animateur, je parle pas en tant qu'enseignant syndiqué. Je trouve que c'est pas un super timing pour négocier, personnellement, parce que je trouve que là, on est quand même des gens assez privilégiés en société, sauf que le gouvernement ne nous laisse pas le choix, parce que les centrales syndicales ont clairement affiché au départ, on va attendre que la crise soit passée pour négocier, parce que c'est pas un bon temps, mais le gouvernement les oblige à négocier maintenant, parce qu'ils savent que c'est pas un bon temps pour eux. Donc là, ça, je trouve que c'est un peu... En tout cas, je trouve pas ça. Je trouve que c'est pas une bonne idée. On a des choses beaucoup plus importantes en ce moment à régler en société. Entre autres, là, le cas des gens dans les services de santé. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, est-ce qu'il faut négocier tout de suite? Est-ce qu'il faut attendre? Il y a un élément, c'est que les conventions collectives sont échues et qu'il faut effectivement régler les comptes pour que ça fait partie du comportement que nous devons. C'est sûr que la COVID, là, qui est le plus un sujet plus qu'un sujet de conversation, c'est un sujet de vie actuellement au Québec, peut nous dire, bon, on peut-tu retarder puis régler le premier problème avant? Je pense que ça, ça peut être amené. Mais dans le cas des infirmières et des infirmiers, il faut qu'il y ait une entente quelconque. C'est la première ligne. Le premier élément, parce que là, oui, on est au cœur de... Puis, les messages sont assez percutants au niveau syndical quand tu vois tout le monde s'effondrer. Non, puis c'est une grande crise. Puis quand ça va lâcher quelque part, là, c'est le système au complet qui peut planter. Là. Ici, quand tu regardes ce qui se passe au niveau des hôpitaux et puis que le personnel qui était en manque de personnel là, dans la région là, à cause de la COVID. Pourquoi? Parce que le personnel qui est là se ramasse chez eux parce qu'ils sont confinés et ils ne peuvent pas aller travailler. Confinés et épuisés. Épuisés aussi. Ça, je pense qu'il faut que ça se règle. Là, il y avait une entente de principe cette semaine. Bon, une entente de principe qui a été rejetée
par Les délégués? Pas juste les délégués, en fait, les infirmiers et les infirmières, en majorité à tout le moins. Ça amène le fait que, oui, puis en tout cas, M. Legault a semblé dire, OK, c'est correct, on va le régler, là, on va se reprendre en négociation. Il reste quoi au gouvernement comme marge de manœuvre à amener, je ne sais pas. Et puis qu'est-ce qu'on a en termes d'exigences qui n'ont pas été vraiment satisfaites par l'entente qui était là? On n'a pas su non plus. Là, Non, c'est ça. Puis moi, je pense que c'est important. Puis je pense que la crise du COVID a mis le doigt sur une grave problématique au niveau de la santé. Et je pense aussi que ça a allumé une lumière au niveau de l'éducation pour plusieurs personnes. C'est le faire l'école à la maison, etc. Tout le changement au niveau du travail que nous, on a dû faire, ça a été très, très, très exigeant. Bon, pas infaisable, on l'a fait. Mais ça a quand même été très exigeant. Et c'est pour ça que je trouve qu'on est un peu biaisé. En tout cas, je trouve qu'en ce moment, c'est pas un bon temps pour les négociations avec les enseignants, mais il devrait y avoir des négociations, puis c'est certain, là, parce qu'il y a des demandes, il y a des choses qu'on veut qui changent, le gouvernement aussi. C'est les droits des deux parties, mais je trouve que le gouvernement oblige les centrales syndicales à négocier maintenant au niveau des enseignants, c'est un peu une tactique à Saint-Saëns. J'aime pas beaucoup ça. Ouais. C'est fort probable qu'effectivement, c'est une tactique à Saint-Saëns. Non, parce qu'après ça, le syndicat n'a pas le choix. Fait que les centrales syndicales négocient, mais là, ils veulent sortir, aller chercher l'opinion publique. Ça fait partie du jeu de la négociation. Mais là, je comprends les gens de faire, s'il vous plaît, on a d'autres choix à fouetter, là. Mais je les comprends. Fait que, il y a ça va être difficile, effectivement, là-dessus. Surtout que, bon, là, tout le monde reçoit une seule écoute actuellement, l'écoute du gouvernement, qui quotidiennement est en conférence de presse. Oui, qui fait en sorte que le discours qui passe, c'est à peu près le seul là, tu sais, tu peux pas... Si tu as le malheur de vouloir t'y opposer à ce qui se dit, ben là, tu peux être considéré comme... Non, puis c'est une des problématiques dans les médias, en fait. C'est parce que comme quand les gouvernements font toujours... Tu sais, ils sont là. C'est comme quand les policiers sortent font une conférence de presse. On est tout le temps là pour venir les écouter. Parce que c'est facile de dire, c'est là, une conférence de presse, je vais y aller, c'est mon travail. Mais le travail du journaliste, ça serait, selon moi aussi, d'aller peut-être chercher d'autres sources, d'aller ailleurs. Mais des fois, c'est compliqué parce que la durée de vie d'une nouvelle aujourd'hui, c'est quoi? 2-3 heures? Ils doivent produire, ils n'ont plus le temps de faire beaucoup de fact-checking, de faire des enquêtes approfondies, ce qu'ils pouvaient peut-être le faire dans le temps, là, dans ta prime jeunesse, là, dans un autre millénaire. Excuse-moi ça. Mais tu sais que ça devient une problématique qui est très, très, très complexe et globale. Mais il y a aussi le phénomène de... un gouvernement se doit de pouvoir faire passer ses messages, ses lois, autrement que auprès de la population. Or, la seule chose qui lui permet de pouvoir le faire, qu'on le veuille ou non, c'est les médias. Que ce soit un tweet ou encore par Facebook ou ces choses-là, c'est par les médias et entre autres par le biais de ce qu'on appelle une conférence de presse. Quand tu fais ça, le message que tu fais véhiculer, le journaliste, il se doit, il redonne ce que l'individu a donné. Et au début, là, tu sais, Trump, là, quand il a commencé, là, les journalistes, ils disaient quoi? Ils disaient ce que Trump disait. Il mentait. On disait, mais sauf que, bon, là, en dernier, OK, lors de la conférence, lors de la dernière élection, les grands réseaux coupaient tout simplement le président en disant, écoutez, il ment. Ça, là, oui, là, tu faisais un travail, je pense, qui était correct, sauf que tu empêchait quelqu'un de pouvoir aussi s'exprimer via le média. Ouais. OK? Ça, tout ce phénomène-là là, est en ligne de compte. Alors, c'est pour ça que lorsqu'on regarde toute la question de l'importance qu'un gouvernement se doit pour faire valoir ses messages, oui, sauf que là, le message, on n'a pas le temps. Et quand on le fait, d'aller vérifier est-ce qu'il y a quelque chose d'autre. Et là, que tu reposes le lendemain ta question parce que tu es allé vérifier quelque chose, puis entre ce que le gouvernement a dit puis ce qui se passe sur le terrain, il y a un monde. Parce que ça, tu l'as vérifié. OK? Ouais. Et là, le gouvernement, il commence à te regarder de travers, puis il commence à dire... Là, il ne veut plus te donner d'informations. Bien, il t'en donne plus. Tu sais,
c'est là qu'est Qui tout le jeu. contrôle l'information? Hein? Tout le jeu sur le contrôle de l'information et tout est là. C'est Tout le est jeu là-dessus. entre les gouvernements et les journalistes depuis toujours. En fait, Ça a toujours été. OK. Par contre, lorsque l'on pouvait être en mesure de demander une explication à quelqu'un sur ce qui venait d'avancer comme gouvernement, là, tu faisais plus ton rôle. Et comme je dis souvent de fois, OK, nous, ce que ça nous permettait, et ce que la presse écrite, entre autres, nous permettait de pouvoir faire, c'est de pouvoir, et la télévision peut aussi le faire, mais tu peux mettre une nouvelle en perspective. Et le travail du journaliste, dans mon esprit, ça se doit d'être en mesure de pouvoir présenter le fait qu'à Noël, tu vas pouvoir faire 2 parties sur 4 jours, OK? Et tu te dois de dire ça. Et tu te dois de dire dans quel contexte ça s'inscrit et pourquoi ça s'inscrit. Lorsqu'on oublie sur l'information, c'est le pourquoi. Et sur beaucoup de parce que le pourquoi, ça se vend mal. Tu fais mal un titre quand tu fais le pourquoi. C'est beaucoup plus intéressant. 2 hauts sur 4 jours, 2 parties sur 4 jours. Toc, bing bang. Ouais, mais pourquoi 2 parties sur 4 jours? Non, puis en plus, c'est que les gens lisent de moins en moins les articles, fait qu'ils lisent de gros titres, puis c'est beau, ils connaissent l'information. Mais c'est pas vrai. Mais non. Parce que il faut que le pourquoi, dans le où, quand, comment, pourquoi, qui, quoi, tu te souviens les 5 questions fondamentales en journaliste, le pourquoi, il est important. Oui, on le traite dans le 2e paragraphe, mais... oui, il faut se rendre là au moins. Il faut au moins ça rentre jusqu'au 2e paragraphe. Donc, tout ça pour dire que on est parti sur les négociations dans le secteur public, mais ça nous amène à se dire que, oui, l'importance de la façon dont un gouvernement ou un leader ou une leader quelconque a amené de son information. La presse représente encore un moyen, mais la presse, elle se doit d'être plus que juste c'est quelqu'un qui difficile maintenant quand il y a des pseudo-nouvelles à peu près sur tous les réseaux sociaux qui viennent de n'importe où. Hey, un dernier petit sujet, on a 2-3 minutes encore. Je veux parler du cas albertain. On sort du Québec, on s'en va en Alberta. L'Alberta est moins de 2 fois moins nombreuse au niveau de population que le Québec, le tiers de l'Ontario. Pourtant, ils ont 1500 cas par jour. C'est la débandade là-bas. Et on dirait que le gouvernement en place prend ça à la légère, priorise encore beaucoup l'économie. Il y a des mesures qui sont arrivées un peu à tâtons, mais on confine à peu près presque rien, là. C'est quoi qui se passe en Alberta, là? Pourquoi on fait ça? C'est-tu parce que... Parce qu'on a voulu suivre ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc, on a les mêmes résultats que ce qui se passe aux États-Unis. Hein? Aux États-Unis, c'est des records. Sa mère, elle coûte 2000 par jour. Puis là, il n'y a pas un chat, là, qui... Pourquoi? On n'a rien arrêté. Ouais. On n'a rien arrêté. Oui, au Québec, les propriétaires de restaurants et de gyms sont en motadis, mais au moins, on a fait arrêter des regroupements, des activités de regroupement. Mais à quand on va fermer les Costco, puis les grosses bannières, là, ou les Walmart de ce monde, là, où les gens font la file pendant des demi-heures de temps. Moi, ça me fait capoter. On dit on veut encourager l'économie locale, mais c'est cette économie-là qu'on ferme, puis on laisse aller les grosses bannières go full pin. Produits essentiels. Je m'excuse, là, mais tout ce qui est chez Costco se retrouve à mon épicerie à Saint-Gédéon. Oui. OK. Donc, ton épicerie, là, tu vas pouvoir l'avoir. Tu as comme magasin général ou ces choses-là. Ça, c'est correct. D'ailleurs, il est ouvert. Là. Écoute, les Costco et les Canadian Tire de ce monde, je sais, je vais, moi aussi, si tu veux, je te dis. Les seules sorties que oui, c'est d'aller aller m'acheter un outil ou un élément d'outil, parce que j'adore bricoler. Par les temps qui courent, je fais des petits camions pour mes petits-enfants et je fais des garde-robes de Barbie. Et ça veut dire que je joue à Barbie aussi. Mais ça, c'est pour dire que, oui, on y va encore parce que ce sont des biens de consommation dits, entre guillemets, soit essentiels ou à tout le moins qui te permettent de pouvoir passer à la COVID à l'intérieur. Ouais. Les Canadiens Tire, c'est particulier parce que le propriétaire, il est enraciné ici, il vit ici, ses profits vont ici. Mais Costco, Walmart, écoute, il n'y a pas une scène qui reste dans la région. Là. Tout s'en va ailleurs. À part les salaires. Ouais.
À part les salaires. Non, Maintenant, je ne penserais pas que le gouvernement aille jusque-là. Non, mais ça revient tout le temps dans l'argumentaire, Oui, tu sais. oui. Le petit du coin et le petit local du coin, lui... Moi, quand je vais à il est l'épicerie, au- là, dans mon village, là, on est quoi? Au gros maximum 5-6 dans l'épicerie. Tout le temps. On n'a jamais eu, j'ai jamais fait de fil, jamais attendu. J'ai tout ce que j'ai besoin. L'autre fois, c'est pas vrai, là, je cherchais du mirin, il n'y en avait pas. Bon, j'ai fait d'autres choses dans la recette. Mais, tu sais, je veux dire... on dit, hein, encourageons local, produit, soyons fiers, l'économie d'ici. Ben, écoute, c'est ça qu'on devrait faire plutôt qu'encore de faire sortir nos capitales à l'étranger. Oui, fort probable. Maintenant, la décision, tu sais, quand tu prends ce genre de décision, le gouvernement qui va prendre la décision de fermer Costco demain matin va aussi se faire reprocher par la population de ne pas avoir accès à des produits qui sont peut-être de moins bonne qualité, mais qui sont cheap au niveau du prix aussi. OK? Ouais, puis ils font travailler des enfants à 12 cents de l'heure au Cambodge. Exactement. Mais ça va se Moi, les faire. gens, pas de morale, ça Mais dans ta consommation, c'est pas ça qu'on te montre. On ne le montre pas comment consommer. Donc, OK? d'où On l'importance vient de quasiment à s'informer. un discours qu'on tient depuis à peu près une couple d'années ici, la formation et l'éducation. L'éducation, OK? mon Dieu On n'a pas de cours de consommation. Hein? Il n'y en a pas. Ben, ça Par devrait contre- être intégré dans les cours d'économie, comme il devrait y avoir des cours de politique ou de citoyenneté au secondaire, parce que c'est important de comprendre le système dans lequel on vit. Hey, c'est anormal que pour avoir un cours de politique, il faut que tu sois en sciences humaines au cégep. Sinon, moi, je peux bien qu'on se facile de dire le monde ne comprenne rien. On ne les a jamais enseignés à comprendre. Exactement. C'est essentiel. Mais tout ça. repose là-dessus, là, aussi. Même au niveau là, de la consommation, la fermeture ou non des... C'est que tu veux, je te dis, on se fait dire par la publicité que Walmart, ça fonctionne. Numéro 1, tu vas avoir des bons prix, puis là, tu vois les prix qui chutent à la TV, puis mon hey, Dieu, tu peux pas... Ouais, mais c'est ça que tu vas consommer. Tu comprends? Là, mon quincaillier du coin, lui, il peut pas faire ça. Il n'y a pas d'argent Mais pour tu sais pouvoir être en que mesure de le faire. statistiquement, là, si à chaque semaine, on changeait une dépense de 12 par une dépense qu'on Exact. fait par une dépense locale, c'est des milliards de dollars dans l'économie. Fait qu'imaginez si tout le monde s'y met, comment que ça va bien aller au Québec. Merci Jules, c'est toujours un plaisir et très, très, très pertinent et intéressant de t'écouter. Merci à vous d'avoir été des nôtres. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Là-dessus, passez une belle semaine. Au revoir.